Bonjour, bonsoir, tout dépend du côté de la planète où vous nous suivez à l'instant. Bienvenue dans votre désormais émission Les Coris, dédiée à l'économie et aux finances, principalement à la politique du ministère de l'économie et des finances. Ce magazine comprend des rubriques éclairage et plein feu. Pour ce premier numéro, nous allons parler des réformes initiées au ministère de l'économie et des finances. Sachez que le ministre de l'économie et des finances, Jean-Baptiste Ndiaye, veut faire de son département un vecteur de la performance économique et financière à l'horizon 2026. C'est ainsi que dès son arrivée à la tête du ministère de l'économie et des finances, le 24 septembre 2022, le ministre Jean-Baptiste Ndiaye a effectué le tour du propriétaire, ce qui lui a permis d'épingler des dysfonctionnements au sein des régies financières et quelques autres établissements sous tutelle. Suivez. Dans l'optique de l'élaboration d'une feuille de route concertée, je voudrais présenter les principales causes de la sous-optimalité de la gestion de notre trésorerie. Au nombre des principales causes, j'ai notamment relevé la faible coordination entre l'administration centrale et les collectivités locales concernant les droits et taxes ainsi que le paiement des engagements dus par l'État aux collectivités locales. Les faiblesses en matière de prévision des recettes, des dépenses ainsi que des statistiques de la dette, à la fois en termes d'outils statistiques, de formation que d'équipements informatiques. L'inefficacité du dispositif de suivi et de collecte des recettes fiscales, douanières et pétrolières, notamment l'absence de partage d'informations entre les services et l'absence de rapprochement journalier, hebdomadaire et mensuel. La faiblesse du respect du cadre institutionnel se traduisant par un nombre important de traitements extrabudgétaires, voire des manipulations informatiques des données, des déclarations fiscales, douanières et de la chaîne de la dépense. La persistance de l'importance des paiements manuels non réglementaires et les velléités de prélèvements indus de rétrocommission au Trésor public et à la CCA. Le niveau important des exonérations fiscales et douanières. Le dysfonctionnement dans la délivrance des patentes, doublant ou triplant, patente à blanc, c'est-à-dire signées sans être remplies. L'absence de maîtrise du fichier des contribuables et le manque de suivi individuel de leur activité. Le manque de maîtrise du solde de la dette qui occasionne le recours au cabinet d'audit privé. Le manque de visibilité dans la stratégie des interventions du Trésor sur le marché sous-régional des valeurs du Trésor. Outre les dysfonctionnements évoqués par le ministre au plan financier, le secteur économique n'a pas échappé au regard critique de l'autorité monétaire. Suivez ce commentaire de Laetitia Carambo. À l'issue de ce diagnostic, il a été ressorti les faiblesses suivantes. La forte dépendance de l'économie congolaise au secteur pétrolier et parapétrolier, comportant une forte exposition aux chocs exogènes, source de dysfonctionnement de la chose publique, causant ainsi des dérapages importants liés à la mauvaise qualité des politiques macroéconomiques qui mènent à l'instabilité. Ces points provoquent une asphyxie économique et ont un impact direct sur les ménages congolais. Les obstacles à la concurrence, provoqués par des monopoles de fait, limitant les possibilités d'accès sur le marché congolais de nouveaux acteurs. Le faible niveau de l'investissement privé local, le faible accès des micro, petites et moyennes entreprises au financement, la morosité du climat des affaires et la criminalité parafiscale. Face à ces dysfonctionnements sur le plan économique et financier, Jean-Baptiste Ndiaye propose une thérapie de choc assise sur 5 programmes ci-après: le pilotage de la politique du ministère, l'économie et le secteur financier, les relations monétaires et financières, la mobilisation des recettes budgétaires, enfin, la gestion de la trésorerie et de la dette. Laetitia Carambo nous donne encore plus de détails sur ces 5 programmes dans ce commentaire. Dans le programme 1, intitulé « Pilotage de la politique du ministère », il a été décidé, entre autres, la création de la cellule de gestion des risques financiers de l'État, la présence des services supports à toutes les directions rattachées au cabinet,
Le remplacement de la direction des moyens généraux par la direction des finances et des équipements, dont le responsable sera par la même occasion le responsable de la fonction financière des programmes du ministère. L'orientation de la direction des ressources humaines vers la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, la création d'une direction générale en charge des recettes des ressources naturelles, la centralisation de la fonction d'audit interne du ministère et l'initiation des missions d'inspection par l'inspecteur général des finances. Le programme 2, intitulé « L'économie et le secteur financier », conclut l'activation de l'intelligence économique et des études prospectives, la déconcentration de la veille économique et de la prise en charge du développement national, l'activation de l'inclusion financière en vue de l'accès au plus grand nombre aux services concernés, le renforcement de la régulation des établissements de paiement, la promotion de l'éducation et la protection des consommateurs des services financiers numériques et la déconcentration des missions de régulation des institutions financières nationales. Le programme 3, intitulé « Les relations monétaires et financières », suggère le renforcement des missions de veille sur les marchés financiers. Pour ce qui est du programme 4, intitulé « La mobilisation des recettes budgétaires », il a été conclu, entre autres, la délégation de pouvoir de l'ordonnateur principal unique des recettes du budget de l'État au directeur général, la liquidation des recettes des ressources naturelles, l'émission des titres de perception des recettes issues des ressources naturelles, la tenue de la comptabilité matière des ressources naturelles, la distinction entre la détermination de l'assiette et la liquidation des impôts correspondant aux différentes catégories de contribuables, la centralisation des opérations douanières effectuées par les services actifs sédentaires. Enfin, le programme 5, ayant trait à la gestion de la trésorerie et de la dette, conclut le retrait de la fonction de fondé de pouvoir incompatible avec l'organisation d'une direction générale, l'affirmation de la fonction comptable du Trésor par la création d'une direction de la centralisation comptable, la centralisation des opérations des réseaux et des comptables publics, la stratification d'autres fonctions du Trésor en 3 entités, la recette générale, la pairie générale et la trésorerie centrale, dirigée et animée par des cadres ayant rang de directeur général adjoint et coordonnant les activités des directions centrales du Trésor. La séparation des opérations d'émission des titres et valeurs du Trésor de celle de la promotion des dits titres auprès des investisseurs de la mobilisation des ressources et l'opérationnalisation de la fonction bancaire du Trésor à travers la gestion des dépôts et des consignations des organismes publics. Après donc la présentation de ces 5 programmes, nous recevons M. Loric Ngwembe. Il est expert consultant auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé des questions de réforme en finances publiques et en système d'information. Bonjour madame. Loric Ngwembe. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Plusieurs innovations, comme annoncé dans le commentaire, sont contenues dans les 5 programmes initiés pour relever les faiblesses, mais aussi et surtout atteindre la performance économique et financière, comme le veut le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur Loric Ngwembe, parmi ces innovations, il est prévu une grande réforme au niveau du Trésor public, avec notamment la création de 3 entités, le retrait de la fonction de fondé de pouvoir et l'opérationnalisation bancaire du Trésor. Est-ce que vous pouvez nous apporter un peu plus d'éclairage sur cette réforme? Merci Madame la journaliste pour cette invitation et cette occasion que vous me donnez avec la permission bien sûr de l'autorité monétaire, c'est-à-dire le ministre de l'Économie et des Finances, de venir sur votre plateau parler des réformes, particulièrement dans le point que vous venez de soulever, celui de la réforme au Trésor. Les postes de fondé, effectivement, il y en avait 3, premier fondé, deuxième et troisième fondé, qui ont été supprimés suite à un diagnostic stratégique qui avait été élaboré en 2023, en juillet, et qui a révélé l'incohérence administrative et fonctionnelle de la coexistence des postes de fondés qui auront de directeur central avec les postes de directeurs centraux
Donc, on avait des directeurs centraux qui commandaient les directeurs centraux. Hiérarchiquement, c'était difficile. D'où on a créé 3 entités dont vous parlez, la recette générale, la payerie générale et la trésorerie centrale, qui auront de directeurs général adjoints, au-dessus desquels on va avoir les directions centrales. Donc, ce n'est qu'une remise en ordre des structures ou des entités de management ou de gestion des activités du Trésor. Que les gens ne pensent pas que parce qu'on a supprimé le poste de fondé, que celui qui était fondé ne peut pas occuper le poste de receveur général ou payeur général ou encore trésorier général. Donc les postes sont ouverts suivant les conditions qui seront mises en place pour accéder à ces postes. Les postes sont supprimés dans leur version ancienne. Maintenant, on a une version plus adaptée à l'organisation du ministère et aussi à la nouvelle approche de gestion axée sur les résultats. Aujourd'hui, avec les réformes des finances publiques, avec le basculement de la gestion en mode budget-programme, il est devenu nécessaire de moderniser effectivement les différentes organisations, les différents services, que ce soit au niveau du ministère des Finances, mais aussi dans les différentes directions ou services de l'État. Tous les ministères basculeront en budget-programme. Donc, il y aura une organisation assez nouvelle, adaptée à ce genre de gestion. En dehors de ces 3 entités qui existaient déjà depuis le ministre d'État Ndongo qui avait créé la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, désormais, nous avons la recette générale qui s'occupe de tout ce qui est recettes des impôts, de la douane, les recettes de services, y compris les recettes des ressources naturelles. Et nous avons la payerie générale qui s'occupe des dépenses. Donc, il y a une direction des dépenses de fonctionnement, c'est nouveau, des dépenses d'investissement. Auparavant, tout était mélangé sous un seul directeur qui était le directeur de la dépense. Maintenant, il y a 2 directeurs, directeur de la dépense de fonctionnement et directeur de dépenses d'investissement. La trésorerie centrale, elle est quelque chose aussi de nouveau. C'est en dehors de la direction des titres et valeurs que tout le monde connaît, qui existe déjà au Trésor. Et il y a 2 directions qui sont nouvelles. C'est la direction des opérations de marché des capitaux. Qui dit marché des capitaux, dit marché financier, marché monétaire. Et puis la direction des dépôts et consignations. Vous parliez de la fonction bancaire. C'est effectivement cette direction qui est en première ligne pour l'activation de la fonction bancaire du Trésor. Le Trésor va être amené à exécuter les opérations comme les banques, il reçoit les dépôts. Aujourd'hui, le Trésor n'a pas vraiment des moyens de paiement. À l'époque, il y avait des chèques du Trésor. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, à l'avenir, le Trésor pourrait avoir ses cartes bleues ou des cartes Visa, les cartes monétiques, comme d'autres banques. Quand vous dites que le Trésor va jouer à peu près le même rôle que les autres banques, pour quel type de clients? Alors, les clients du Trésor sont principalement les administrations, d'abord. Ensuite, vous avez les entités publiques, les sociétés d'État ou les sociétés de portefeuille. Vous avez le port autonome, certaines sociétés qui ont une gestion autonome. Vous avez les collectivités locales qui ouvriront leurs comptes. Vous avez des institutions comme la CNCS, comme la CREF, qui peuvent ouvrir leurs comptes au Trésor puisque ces structures mobilisent beaucoup d'épargne et le Trésor peut s'en saisir pour monter et faire des opérations de type banque. Mais tout ceci est effectivement sous le contrôle de la commission bancaire de la CEMAC, qui est l'organe de contrôle de tout ce qu'il y a comme institution bancaire en Afrique centrale. Quelle autre innovation concerne le Trésor public? La fonction d'audit interne, qui est une fonction très très importante, qui a la charge de vérifier la conformité de tout ce qu'on fait. La fonction de contrôle de gestion, qui a la charge de mesurer la performance de chaque structure, qu'elle soit centralisée ou déconcentrée. On a la gestion de tout ce qui est ressources stratégiques, c'est-à-dire les finances, au niveau du Trésor, au niveau de toutes les directions générales. Il y a une direction qui s'occupe des finances et de l'équipement.
il y a une direction qui s'occupe des systèmes d'information et il y a une direction qui s'occupe des ressources humaines. Souvent, on a oublié que les ressources humaines est une ressource stratégique, car c'est elle qui crée l'ensemble des valeurs, quelles qu'elles soient. Et donc, le ministre de l'économie et des finances a voulu mettre, comme on dit, le paquet sur le rôle des ressources humaines, donc des compétences, dans la gestion de la performance au niveau du ministère. Il y a une direction de la comptabilité qui a plus ou moins bougé un tout petit peu parce que c'est une direction transversale. Elle va centraliser la comptabilité des différents comptables, que ce soit du réseau du Trésor ou encore des comptables assignataires qui sont dans les différents ministères ou dans les agences comptables. À quand la mise en application de toutes ces innovations? Alors, les innovations sont déjà en cours de mise en application. Après leur conception, leur élaboration, actuellement, tous les décrets, donc les textes organiques, les textes d'application sont prêts, sont en place. Le ministre de l'économie et des finances a tenu une conférence pour mettre à la place publique ces textes. Il y a 13 décrets qui réorganisent complètement tous les services. Quand je dis bien tous les services, toutes les directions générales ont été impactées pour injecter toutes les dispositions concernant la gestion en mode budget-programme avec les nouvelles fonctions, comme j'ai dit, d'audit, de contrôle, de gestion des ressources stratégiques, etc. Donc, l'étape suivante, c'est celle de la nomination des animateurs. Le ministre l'a dit au cours de ses différentes interventions, mais pour nommer, on avait besoin d'un élément essentiel qui est la fiche de poste. Pour des cadres qui occupaient déjà les postes, ils savent à peu près à quoi s'en tenir, quelle était la feuille de route. Mais pour les nouveaux postes, il faut définir le poste. C'est ça la fiche de poste. Il faut indiquer le profil de poste, etc., pour permettre aux gens de bien connaître le poste pour lequel ils aspirent. Et vous êtes revenu dans votre réponse sur le mot mode budget programme. C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le mode budget programme, par le passé, l'État gérait ses ressources, ses finances sur ce qu'on appelait les budgets moyens. L'État faisait des allocations de crédit aux ministères, aux différentes administrations, aux institutions, sans avoir en dessous ou au préalable défini des projets ou des programmes d'activité. On alloue des ressources à un ministère ou à une entité, quitte à cette entité de s'organiser pour utiliser ces fonds. Dans le cadre des budgets programmes, il y a des programmes qui sont préétablis, il y a des actions qui sont bien déterminées et sous ces actions, il y a des activités. Qui dit activité dit projet. Donc, vous aurez des projets étudiés, chiffrés, bien calibrés et qui sont adoptés, on va dire votés par le Parlement. Si vous avez un projet qui a été voté, on vous attend donc au résultat. Quand vous donnez des moyens à une entité, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire de ces moyens, il va les utiliser en fonction des besoins au jour le jour. Mais quand on parle projet, on parle planification, on parle vision, on est sur le long terme. Finalement, c'est une approche qui est beaucoup plus pragmatique et par ailleurs, ça a donné des résultats parce qu'on parle en termes de performance, en termes de résultats et non en termes d'utilisation de moyens sans savoir quel est le résultat qui vient derrière. Merci pour ces éclaircissements sur le mode budget-programme. C'est une question qui revenait souvent au sein de l'opinion. Parlons toujours des innovations. Il est prévu le renforcement de l'inspection générale des finances avec la création, entre autres, d'un collège des inspecteurs des finances. À quoi va servir ce collège d'inspecteurs? L'inspection générale des finances est conçue dans son organisation et son fonctionnement comme une administration un peu ordinaire. Alors que c'est une administration de contrôle. Qui dit contrôle nécessite quand même des spécialistes. On avait constaté que les inspecteurs de finances qui étaient affectés là-bas travaillaient un peu de façon transversale, c'est-à-dire qu'ils passaient d'un domaine de compétences à un autre domaine. Ils pouvaient aller contrôler les services des impôts, mais le même inspecteur va aller contrôler les services de douane.
et il va aller contrôler les questions environnementales. Donc, il était multidisciplinaire. D'après les études et les recommandations que nous avons eues, que ce soit du FMI, de la Banque mondiale et du diagnostic stratégique qui a été fait au mois de juillet l'année dernière, il s'est avéré que la nécessité de spécialiser les inspecteurs était plus qu'une exigence. D'où, dans le collège des inspecteurs dont on parle, il y a des pôles de spécialistes. C'est-à-dire, vous aurez des pôles de spécialistes pour des questions douanières, d'autres pour des questions des impôts, des questions administratives, puisque en termes de contrôle, de conformité, de procédure, en plus de cela, ça donne aux inspecteurs membres de ce collège une disponibilité vis-à-vis des inspecteurs divisionnaires qui les utilisent. C'est-à-dire qu'un inspecteur divisionnaire, il reçoit la mission de faire un contrôle de la part de l'inspecteur général. Il va aller, en fonction du domaine de compétence, dans ce collège, aller chercher l'inspecteur spécialisé de la matière pour faire le contrôle. Et ceci, en conséquence, c'est pour bénéficier non seulement de l'expertise des inspecteurs, mais obtenir des résultats meilleurs par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Et ils seront toujours sous la tutelle de l'inspecteur général des finances. Voilà, ils sont sous la tutelle directe de l'inspecteur général des finances. Au niveau intermédiaire, il y a les inspecteurs divisionnaires qui coordonnent les missions. Donc, c'est comme des chefs de mission. Et quand un chef de mission reçoit une instruction de contrôle, il va dans le collège des inspecteurs pour chercher les compétences qui sont capables d'effectuer la mission. L'inspection générale des finances a un réseau étoilé dans les différentes directions générales du ministère, à travers la direction de l'audit interne. Le directeur de l'audit interne est techniquement lié à l'inspecteur général des finances. Alors, on a parlé de la création du collège des inspecteurs. On va maintenant parler de la cellule de gestion des risques financiers de l'État, qui est une innovation également. Quel est l'intérêt de la création d'une telle cellule? La cellule de gestion des risques financiers, au cours du diagnostic stratégique qui a été fait en juillet 2023, il a été relevé que le ministère de l'économie et des finances, qui pose sa signature sur beaucoup de contrats, de conventions, d'accords internationaux, une entité ou un service qui faisait des études approfondies sur le plan juridique. Bien entendu, il a un conseiller administratif et juridique, mais sur le plan financier, il n'avait pas une équipe qui pouvait avoir des modèles macroéconomiques, des modèles financiers, d'évaluation, d'estimation et d'identification de risques, d'où la nécessité pour préserver les intérêts de l'État dans le cadre de la signature des contrats sous tous les états financiers de l'État. Cette cellule a été révélée nécessaire, même le Fonds monétaire international l'a recommandé, après avoir constaté que nous avons signé beaucoup d'accords avec d'impact financier, mais sans mesurer le risque. Que ce soit des accords entre États, des accords multilatéraux, et également au niveau des accords de partenariat avec les entreprises. Il est arrivé que l'État a donné un engagement. Cet engagement au départ est politique, c'est une garantie, mais qui peut se transformer en impact financier. L'État peut garantir la stabilité d'une activité, mais d'un point de vue politique, c'est normal. Si ça se passe mal, cet engagement politique va avoir un impact financier, c'est-à-dire que le plaignant va réclamer des dommages et intérêts. Donc, on n'avait pas prévu au départ qu'un tel engagement pourrait avoir un impact financier. Eh bien, cela obère aux ressources de l'État, donc au budget de l'État, ce qui, souvent, on a vu ces derniers temps, beaucoup de contrats qui ont été signés et qui impactent les finances de l'État et finalement, les caisses de l'État se vident à payer des dommages et intérêts, à payer un certain nombre de dépenses qui n'étaient pas prévues parce que ces risques-là non plus n'étaient pas prévus. Donc cette cellule va empêcher l'État d'engager ou de contracter des dettes inutiles.
Bon, pas vraiment les dettes. L'État peut contracter les dettes. Et c'est vrai que derrière les dettes, il y a des risques financiers. Ça fait partie de leur dossier à traiter. Vous avez par exemple des contrats des administrations qui peuvent aller dans le cadre d'une coopération avec d'autres pays. Je prends le cas par exemple de la douane. La douane est membre de l'Organisation mondiale des douanes. Et dans la sous-région, la douane fait partie de l'organisation sous-régionale en matière douanière. Et là, on a des accords avec les différents pays, des accords qui peuvent être ce qu'ils appellent d'assistance entre les pays. Et vous signez un tel accord, mais derrière, il peut avoir un impact financier, c'est-à-dire les dépenses engendrées par ce genre d'accord. Mais avant de signer, il faut que cette cellule examine, évalue et peut prévoir quelles sont les actions, une sorte de cartographie d'actions pour essayer de conseiller le ministre avant de signer, de savoir à quoi il s'engage ou qu'il engage le pays dans un processus qui peut avoir un impact financier. Donc, en matière de dette, il y a aussi des risques financiers. Les bons de trésor, il y a des risques financiers. Même les marchés publics, il y a des risques financiers. Cette cellule aura le devoir de bien étudier, de bien identifier article par article pour voir s'il n'y a pas un article qui va poser des problèmes en cas de défaut d'exécution d'un contrat quelconque. Pour terminer, Monsieur Loric Ngwembe, parlez-nous de la délégation de pouvoir de l'ordonnateur principal unique des recettes du budget de l'État aux directeurs généraux. La loi organique stipule que le ministre de l'Économie et des Finances est le principal et unique ordonnateur des recettes de l'État. Tout ce qui concerne la constatation, la liquidation, le recouvrement des recettes de l'État relève de sa compétence. Cependant, pour des raisons purement pratiques, imaginez-vous par exemple en douane où chaque importateur doit déclarer sa marchandise, l'inspecteur va vérifier, évaluer la marchandise, liquider les droits et amener le bulletin de liquidation chez le ministre pour que le ministre signe ce bulletin de liquidation avant que le receveur ne perçoive les droits de l'État. Vous voyez que du point de vue pratique, c'est un peu compliqué. Et cette délégation se fait quasiment en chaîne. C'est-à-dire que le ministre délègue la signature de ce titre de recette au directeur général des douanes, pareil pour les impôts, et le directeur, surtout le directeur général des douanes, le délègue à l'inspecteur principal qui traite la déclaration. Parce que les bulletins de liquidation des droits et taxes en douane sont signés, pas par le directeur général, mais sont signés par l'inspecteur qui traite la déclaration. Vous voyez à quel niveau on a délégué. Et donc, il peut faire des erreurs, effectivement. Mais au finish, pour le budget de l'État, ce qui doit être fait, c'est que le directeur général des douanes doit prendre tous les bulletins des inspecteurs, va signer un titre de recette qui doit aller au trésor pour que toute cette recette soit recouvrée. Vous voyez un peu toute la paperasse. Donc, ce qui fait qu'il y a délégation pour des questions de célérité et de facilitation pour améliorer les mécanismes économiques qui régissent l'activité des entreprises. Merci, Monsieur Loric Ngwembe. Ce sera également votre mot de la fin. Merci pour tous ces éclairages apportés en ce qui concerne les réformes qui sont initiées au ministère de l'Économie et des Finances. À présent, la dernière rubrique de ce magazine, Plein Feu. Plein feu sur la campagne de vulgarisation des nouvelles dispositions fiscales contenues dans la loi de finances 2024. On en parle avec M. Alain Frédéric Kanga. Il est le directeur de la réglementation et du contentieux à la Direction générale des impôts et des domaines. Monsieur Alain Frédéric Kanga, vous avez lancé depuis le 9 avril dernier, quand je dis vous, donc la Direction générale des impôts, vous avez lancé le 9 avril dernier la campagne de vulgarisation des nouvelles dispositions fiscales de la loi des finances 2024. Quelles sont ces nouvelles dispositions?
Merci Madame la journaliste pour l'invitation à l'égard de la DGD et notamment la DRC. Concernant le lancement de la campagne de vulgarisation de la loi des finances, il faut déjà dire que le lancement a été effectué par le ministre de l'économie et des finances le 9 avril dernier et ça s'est poursuivi à Pointe-Noire. Et donc, dans cette campagne de vulgarisation des dispositions contenues dans la loi des finances 2024, il y a eu plusieurs innovations permettant à ce qu'on booste les recettes fiscales internes, bien que la loi des finances demande à la DGD de mobiliser 749 milliards, mais au cours de ce lancement, notre tutelle nous a instruit d'amener la barre un peu plus haute. Un peu plus haute. On va y revenir. Parlons d'abord des nouvelles dispositions fiscales. Voilà. Les nouvelles dispositions-là ont porté sur le Code général des impôts parce qu'on a eu à présenter deux instructions. Une instruction pour le Code général des impôts et une autre instruction a concerné la transposition de la directive CEMAC en matière de TVA. Chacun de ces documents a consisté, pour le premier, concernant la modification du Code général des impôts, on a eu à modifier certaines dispositions du tome 1, du tome 2 et des textes spécifiques. Donc, dans le tome 1, on a eu à faire des changements sur l'IS, notamment, il y avait les provisions que les établissements financiers constituaient, notamment les banques, qui pour eux étaient déductibles. Mais nous, dans le droit fiscal, on disait que le droit fiscal est autonome par rapport à la COBAC, et donc les inspecteurs des impôts, lors des contrôles, rejetaient ces provisions-là. Et donc, cette fois-ci, dans la loi des finances, on a pris ça en ligne de compte en tenant compte de la COBAC qui régit les États. Le Congo fait partie de ces États-là, donc c'est une disposition supranationale. Donc il n'y avait aucune raison qu'au niveau interne, on ne soit pas en mesure de prendre ça en ligne de compte. Et désormais, les banques et les établissements financiers qui vont constituer des provisions sur les risques de non-recouvrement des créances ou des crédits vont être prises en charge au moment des contrôles fiscaux. Il y a eu aussi des nouvelles dispositions concernant les droits d'enregistrement. Au niveau des multinationales, donc les sociétés de groupe, avaient tendance à soutenir leurs filles, c'est-à-dire les filiales qui sont au Congo, en difficulté de trésorerie. Ces maisons mères ou ces groupes venaient en aide de leurs filiales qui se trouvent au Congo. C'était donc sous forme de conventions de prêt. Alors, ces conventions de prêt, avant la loi des finances 2024, faisaient l'objet des droits d'enregistrement. Alors, on s'est dit, pour booster l'économie, il fallait ne pas fiscaliser ces conventions-là, parce que ça faisait comme un frein à l'investissement. Et donc, nous avons décidé de mettre ces conventions en droit fixe, donc un droit forfaitaire de 100 000 francs, la convention. Maintenant, les contribuables ont un délai de 3 mois, une fois que la convention est signée. Avant les 3 mois, ils doivent aller enregistrer à un frais fixe de 100 000. Mais au-delà de 3 mois, alors, ça sera maintenant au droit proportionnel. Et donc, ça aussi, c'est une innovation qu'on a apportée sur le Code général des impôts, notamment le tome 2. Et nous avons eu aussi des innovations liées au contrat de facturage. Et facturage, ce sont des sociétés qui sont en difficulté de trésorerie, mais ont des factures impayées dans une société. Et donc, il y a une société de factoring qui se crée, qui dit, bon, écoute, moi, je peux acheter ta dette là, mais je te donne de l'argent, mais à moi maintenant de se retourner vers votre créancier pour recouvrer. Et donc, ça, c'est une innovation. Désormais, les sociétés qui se retrouvent dans cette position vont signer des contrats entre le propriétaire de la créance et le factoring qui va être rémunéré à partir d'un taux.
Et donc, ces contrats-là font l'objet aussi des droits d'enregistrement. Et au-delà du délai légal, à ce moment-là, ça passe maintenant au droit commun. Et à quel niveau intervient l'impôt dans ce système-là? Puisque les deux personnes sont liées par un contrat. Parce que dans le contrat, on a le montant de la dette que le créancier a vis-à-vis du trésor, par exemple. Et lui, il a un taux. Maintenant, le fisc dit, vous allez lui payer 1%. 1% de la dette qui est due. Et ça, c'est la partie que va bénéficier les impôts en termes de droits d'enregistrement. Donc, c'est le taux de 1% là qui fera comme un impôt pour le compte du trésor public. Quelles sont les autres dispositions fiscales? Les autres dispositions fiscales, c'est concernant la TVA, la transposition des directives CEMAC que nous avons transposées dans notre droit interne. La principale innovation dans cette disposition en matière de TVA, c'est le commerce numérique à travers les plateformes numériques que nous appelons les GAFA ou les réseaux sociaux. Et donc GAFA, où on a Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Désormais, le Congo, à partir de cette disposition, va arriver à appréhender les revenus qu'il tire de sources congolaises. Je peux donner l'exemple. Dans votre téléphone mobile, vous avez les applications de WhatsApp, Facebook, YouTube, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez un crédit dans votre téléphone, vous pouvez avoir 10 000 francs, 15 000 francs. Chaque fois que vous consultez une page YouTube pour télécharger une vidéo, vous allez constater que aussi longtemps que vous restez sur la connexion de cette page, votre crédit diminue. Ou il y a une publicité en ligne. Bon, vous avez consulté la publicité là. Ça vous diminue le crédit. Oui, ça consomme le crédit. Alors, vous vous rendez pas compte que quand vous étiez sur la page Facebook, on vous a consommé le crédit, mais vous avez tendance à croire que non, c'est MTN ou RTL qui vous a bouffé le crédit. Le fait que vous avez consulté la page Facebook ou YouTube, vous avez regardé la vidéo, c'est à travers votre opérateur qui était MTN ou RTL qui sert d'intermédiaire de Facebook. Parce que Facebook sait que sa page a été ouverte au Congo à travers MTN ou RTL, mais c'est Madame Missela qui a ouvert et on a bouffé ton crédit. Le crédit là, c'est MTN qui prend, mais il rétrocède à l'autre là, à cette plateforme là, Facebook ou YouTube. Google, oui. Et donc, ces revenus là, quand on les transfère ça, c'est le Congo qui perd. Le trésor public ne perçoit rien. Et désormais, on s'est dit, bon, ces plateformes là en ligne, qui font les publicités en ligne, qui font la vente en ligne, quand le consommateur est congolais ou le client est congolais, à travers notre partenaire technique qui est l'RPCE, qui travaille avec les téléphonies mobiles, sera à mesure de capter cette information et prélever la TVA. Et donc, depuis là, au Congo, personne ne savait que bon, c'est d'argent du Congo qui partait ailleurs. Et désormais, on va appréhender ça. L'unité de mesure, c'est le milliard. Imaginez-vous tout le monde qui a son petit téléphone mobile en main, il télécharge les informations sur Google, ça consomme, et c'est le trésor congolais qui était perdant dans cette affaire. Donc ça, c'est la grande... Une niche fiscale. Ouais, c'est ça. Une autre disposition? Pour une autre disposition, il y a eu au niveau des collectivités locales, parce que les mairies et le fonds routier sont des départements où ils avaient des difficultés de collecter leurs dû au niveau du trésor public. Et donc, le gouvernement, à travers cette loi, a pris une disposition pour laquelle, désormais, tout ce qui est impôt des collectivités locales va être perçu par les receveurs des collectivités locales. Donc, l'argent ne va plus aller au trésor, ça sera maintenant aux receveurs qui sont domiciliés au niveau des mairies ou des collectivités locales. Je prends l'exemple de la TVA des sociétés des marketeurs, ceux qui vendent
le carburant dans les stations. Les ventes de ces carburants, gasoil et essence, à l'intérieur, il y a le prix entrée distribution. Donc, toutes les ventes réalisées par ces marketeurs, les déclarations vont se faire chez nous aux impôts. Maintenant, le mode de paiement, ça va se passer au niveau des receveurs qui sont dans les collectivités locales. Donc, l'argent ne va plus aller au trésor. C'est maintenant les receveurs là qui vont encaisser l'argent de ces collectivités locales pour permettre l'entretien des goudrons, des mairies et des routes. Donc, ça, c'est aussi une innovation qui va permettre à ce que les bénéficiaires qui sont des collectivités locales ne souffrent plus au niveau du trésor pour la rétrocession. La campagne de vulgarisation a commencé un peu tard. Est-ce que vous pensez pouvoir atteindre les objectifs fixés? Oui, bien que la campagne a commencé tard, mais la loi, elle est exécutoire depuis le 1er janvier 2024. Donc, c'est pas que la vulgarisation a retardé le mode de paiement des impôts ou de déclaration. Non, dès le 1er janvier 2024, la loi était déjà exécutable parce que le président avait déjà promulgué et publié dans le journal officiel. Et nos recettes, c'est depuis janvier que nous avons commencé à les collecter. Et c'était pas la vulgarisation qui pouvait causer un retard de paiement des impôts. Non, non, non. Puisque vous parlez de la collecte qui a commencé bien avant, vous avez parlé d'une nouvelle disposition qui concerne les réseaux sociaux. Est-ce que cette disposition-là est déjà en vigueur aussi? Oui, nous travaillons avec notre partenaire technique qui est l'RPCE. Et donc, depuis, nous avons eu déjà des entretiens et ça se poursuit pour l'opérationnalisation de cette disposition. Venons-en à cette question. Au titre de l'année 2024, les attentes du gouvernement en matière fiscale s'élèvent à 749 milliards de francs CFA. Lors de la cérémonie de lancement de la campagne de vulgarisation des nouvelles dispositions fiscales, le ministre de l'Économie et des Finances a enjoint les impôts à aller au-delà, donc 1000 milliards. Pensez-vous pouvoir atteindre cet objectif? Nous, au niveau de la DGID, après avoir suivi ce jour-là l'orientation de notre tutelle, nous comptons sur nos partenaires, c'est-à-dire les contribuables, de jouer au civisme fiscal. Nous avons deux textes principaux qui nous permettront à coup sûr d'arriver à atteindre cet objectif. Nous avons la directive CEMA qu'on a transposée sur le droit interne, notamment la TVA concernant les GAFA là. Et on sait que là, 10 000 ou 12 000 abonnés de MTN utilisent les réseaux sociaux. Et nous comptons aussi sur le nouveau décret que le gouvernement avait pris concernant le secteur pétrolier amont, que les opérateurs avec les sous-traitants pétroliers devaient payer la TVA pour des services qui ne sont pas liés à l'activité pétrolière. Donc là aussi, c'est une niche qui nous permettra vraiment de booster nos recettes pour arriver à atteindre l'objectif fixé par notre ministre. Une question avant de clore cet entretien. Quel est le deuxième département pourvoyeur de recettes fiscales après Pointe-Noire? Au début, c'était Pointe-Noire qui était le premier département pourvoyeur des recettes. Mais depuis les 2 dernières années, là, c'est maintenant l'inverse. Et c'est maintenant Brazzaville qui devient la première ville en termes de mobilisation des recettes, simplement parce que il a été demandé à des sociétés qui sont à Pointe-Noire de déplacer les directions générales. Donc, le fait que les directions générales sont parties de Pointe-Noire vers Brazzaville, et donc, on a déplacé aussi les résidences fiscales. Et donc, c'est au niveau de la direction générale d'une société où il doit aussi domicilier ses impôts. Merci bien, Monsieur Alain-Frédéric Kanga. Merci, Madame la journaliste. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Monsieur Alain-Frédéric Kanga. Je rappelle qu'il est le directeur de la réglementation et du contentieux à la Direction générale des impôts et des domaines. Merci.
Et voilà, c'est la fin de ce premier numéro de notre magazine Les Coris dédié à l'économie et aux finances. J'aimerais remercier toute l'équipe technique et la cellule de communication du ministère de l'économie et des finances. Cette émission a été réalisée dans le magnifique hall des Tours Jumelles. Merci aux responsables de cette structure. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt sur Télé Congo.